Bonjour, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir une fois de plus dans notre émission Les Grandes Rencontres. Nous recevons cette fois-ci Monsieur Jean-Claude Mutombo, comme vous le savez, qui est donc chargé de la communication au sein de l'UDA, mais qui a aussi eu un parcours et nous aurons l'occasion de connaître un peu plus la personne, mais aussi le parti politique. Nous parlerons de l'activité en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a eu cette histoire de fosse commune par rapport à toutes ces personnes qui sont décédées à Kinshasa. On ne sait pas encore dans quelle situation tout ça s'est passé. Il y a aussi les élections qui pointent à l'horizon. Nous aurons pas mal de choses à dire et voir aussi quelle est la pédagogie que ce nouveau parti par rapport au temps, par rapport aux grands partis que nous recevons généralement ici. Mais Monsieur Jean-Claude Mutombo, bonjour, nous sommes très ravis de vous recevoir. Quelle est la présentation que vous pourrez faire au mieux de votre personne, ensuite de votre parti? Merci beaucoup. D'abord, je commence par saluer chaleureusement vos auditeurs et j'ai toujours du mal à parler de moi-même. Mais si telle est votre question, je me présente, je suis père de famille, marié, père de 3 enfants et indépendant, c'est-à-dire quand on dit indépendant en Belgique, je travaille pour mon propre compte et aujourd'hui je vis au moins 11 mois au Congo et 1 mois à Bruxelles. Mais avant d'avoir ce poste de chargé de la communication, secrétaire national chargé de la communication de l'UDA, quel a été votre parcours? C'est pas du jour au lendemain comme ça qu'on ait un poste aussi important. En effet, mon parcours est d'abord jonché du travail au niveau privé. Je vais dire par là, j'ai travaillé pendant plusieurs années, en moyenne 15 ans, pour une boîte anglaise qui s'appelle Johnson Matthey. Et dans cette boîte, je m'occupais à la fois de la formation du personnel, dans ce qu'on appelle le développement personnel. Et puis, au-delà, j'ai quitté cette entreprise, mais entre-temps, en parallèle, j'étais secrétaire général d'un mouvement politique qu'on appelle Action républicaine pour les progrès. Dès lors, j'avais commencé plus tôt, j'ai travaillé avec des gens comme Shambui Kalala, qui était aussi propriétaire d'un journal Note Africa dans lequel je collaborais à la rédaction et tant d'autres activités personnelles et j'en passe. Mais arrivé en politique, on n'arrive pas en politique comme en religion. Est-ce que vous avez des motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à avoir choisi l'UDA? Au départ, j'ai aujourd'hui 53 ans. Je dirais que au bout de mes 53 ans, j'ai consacré plus ou moins 26 années à mon pays et à la passion que j'ai pour la politique. Déjà sur le campus à Kisangani, mais aussi quand je travaillais pour AICF, Action internationale contre la faim au Tchad, j'ai pu collaborer avec notre ambassade à l'époque pour s'occuper de l'encadrement de la jeunesse sur place, mais aussi l'essence patriote m'a toujours poussé à m'intéresser à la chose politique, mais aussi à m'engager. Et j'ai fini par m'engager aujourd'hui dans l'UDA, qui est IDEA originelle, je vous dirai pourquoi. Et tout simplement parce que je trouve que cette organisation politique est vieille. On répond, on a quasiment le même âge. IDEA est né en 62, créé par son fondateur André Guillaume Lubaya. Et IDEA a vu le jour en 62, mais avec la mort d'André Guillaume Lubaya en 68, IDEA est tombé en berne et nous avons pensé le réveiller aujourd'hui parce que les constats de son fondateur qu'il faisait à l'époque en 62 sont les mêmes que nous faisons aujourd'hui. Pour quelle raison? Oui. Je vais y arriver. Je pense que notre pays, depuis les années 60 jusqu'à ces jours, connaît d'énormes difficultés. Ces énormes difficultés, tout le monde les connaît, mais nous n'allons pas en parler ici. C'est dire tout simplement que la question du vivre ensemble, ou l'aspiration au bonheur et à la dignité des Congolais, est une question primordiale aujourd'hui sur la scène nationale, mais aussi internationale. Nous sommes un pays prétendument plein de ressources, mais dont la population vit de manière misérable. Elle vit de manière misérable, pour quelle raison? J'ai toujours l'habitude de comparer la population congolaise par rapport à l'attention que le monde occidental apporte aux chiens et aux chats.
l'homme congolais n'a pas de valeur équivalente. Pour quelle raison? La mort, qu'il meurt, on ne s'en préoccupe pas. Mais ça nous pose un problème de conscience et ça nous interpelle. Et il y a une honte à accepter cette situation-là comme étant une fatalité. Et c'est pourquoi nous nous disons, nous ne pourrons pas aujourd'hui nous permettre, pas seulement pour nous, mais pour les générations futures, de laisser ce pays qui a autant de potentialités. Nous avons eu le temps de voyager, aller dans des pays africains, aussi en Occident ou en Asie. Et nous pensons que le Congo ne mérite pas ça et notre future génération ne mérite pas ça. Il serait condamnable de rester bras ballants, de continuer à s'alimenter, crier, critiquer, sans pouvoir mettre les mains dans le cambouis. Monsieur Mutombo, ça c'est très bien, mais moi ce que je voulais savoir, par rapport à, vous avez cité le père fondateur, oui. Mais en préparant cette émission naturellement, j'ai lu aussi que vous aviez beaucoup d'égards, Monsieur Simon Kimbangu. Cet aspect me semble un peu trouble, est-ce que vous pouvez me dire davantage? D'égards à l'égard de Simon Kimbangu, et bien effectivement, pour quelle raison? Notre société a perdu la main. C'est un mouvement politico-religieux? Non, ce n'est pas un mouvement politico-religieux, c'est un mouvement politique, mais nous avons d'égards à l'égard de Simon Kimbangu, à l'égard de Lumumba, à l'égard d'autant de martyrs qui ont pu, voire même Kipanvita, si vous en voulez, à l'égard de tous ces gens-là qui ont combattu pour nous permettre d'accéder à ces Congos-là aujourd'hui qui constituent notre fierté, mais à la fois aussi notre souffrance interne. Et donc, c'est pour revigorer la mémoire et faire revivre la mémoire, parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui, et ça fait plus bientôt, ça faisait 70 ans qu'on parle de la Shoah, qu'on parle de la guerre de 14-18, mais nous, en tant qu'Africains et plus spécifiquement au Congo, nous n'avons pas cette capacité d'aller rechercher dans la mémoire collective un sens commun pour essayer de nous transcender et de construire un avenir meilleur. Mais c'est pas pour ratisser large, c'est pas pour ratisser large, parce que vous avez vraiment des convictions par rapport au passé de ces personnes, par rapport à ce qu'ils ont fait pour le Congo, ou bien c'est aussi une façon d'appeler, un appel du pied à toutes ces personnes qui croient peut-être à Lumumba, qui croient peut-être à Simon Kimbangu, parce qu'il y a des choses qui sont antagonistes. Il n'y a pas de choses qui sont antagonistes. Aujourd'hui, quand on pose la question à la plupart des gens, quel est votre modèle? Qu'il soit blanc ou noir, certains vous diront, moi mon modèle c'est Gandhi. Gandhi est indien, mais il est noir lui. Moi mon modèle c'est Mandela. Moi mon modèle c'est Martin Luther King. Donc vous les prenez comme modèle? Il y a des gens qui ont construit l'essence de l'histoire et de l'humanité qui ne s'appartiennent plus à eux-mêmes, qui n'appartiennent plus à leur communauté respective, qui appartiennent à l'universel. En fait, c'était l'occasion pour les personnes de savoir un peu ce qu'est l'UDA, ce que vous proposez, qu'est-ce qui vous anime, d'où vous venez, qu'est-ce que vous voulez faire. Vous avez dit que vous avez commencé du moins depuis 62, mais vous n'avez pas la publicité qu'a connue la BACO, vous n'avez pas la publicité qu'a connue les mouvements lumumbistes. L'UDA est restée un peu dans l'ombre d'elle-même, ce n'est pas faire injure à ce parti. J'en conviens, mais je vais quand même instruire à votre mémoire que l'UDA est le cofondateur du PALU, le parti lumumbiste unifié. L'UDA en est un des cofondateurs. Et l'UDA n'est pas resté dans l'ombre de ces autres partis. L'UDA a exercé le pouvoir à l'époque lors des premières élections libres, parce que prétendument, les gens pensent que les élections libres au Congo se sont tenues. Vous parlez des élections de quelle année là? Il y en a eu des élections libres au Congo? Oui, en 64. D'accord. En 64, l'UDA avait des députés provinciaux. Je vais vous rappeler parce beaucoup de partis avaient des députés provinciaux à l'époque. Conacat. Voilà, tout à fait. Et a pu gérer sur le plan provincial et avec cette ambition toujours panafricaine, la raison pour laquelle le régime de Mobutu a mis fin à la vie du fondateur en 68. Et nous sommes à la fois patriotes mais aussi panafricanistes. Parce que nous considérons que le destin du Congo ne se définit pas uniquement à l'intérieur du Congo, il se définit avec toute l'Afrique,
Parce que si le Congo est dynamique, je ne citerai pas ici comme Frantz Fanon, tout le monde connaît l'Afrique à la forme d'un revolver dont la gâchette se trouverait au Congo. Et donc si nous sommes nous dynamiques, si nous mettons debout et nous pensons que nous pourrons être à même d'amarrer à la fois l'Afrique tout entière. Voilà un peu, grosso modo, si je puis dire, la présentation que je puis faire à ce moment-ci de l'IDEA originelle. IDEA veut dire Union démocratique africaine. On a ajouté originelle. Union parce que nous visons l'unité, démocratique parce que bon, c'est notre ambition de construire un État démocratique au Congo, même si au jour d'aujourd'hui, en termes d'appellation, c'est la République démocratique du Congo, qui est une République démocratique du Congo, démocratique de façade. Tout comme on parlerait de la CENI, Commission nationale, électorale, nationale, indépendante. Nous, les Africains, nous adorons bien les attributs, les épithètes qui font toujours indépendance. Et dans le fond, en réalité, nous ne sommes pas indépendants en tant que tels. Originel, pourquoi? Originel parce que nous tirons notre source de la matrice même et à la fois de la filiation du père fondateur qui est André Guillaume Lubaya. Voilà un peu pour expliquer grosso modo. Voilà, très bien. Je pense que les gens ont suivi plus ou moins ce que vous êtes, ce que vous avez fait depuis pour suivre le tracé. On va parler de l'actualité en République démocratique du Congo. On va voir un peu le découpage territorial tel qu'il est annoncé. Il y a eu beaucoup de remous. On voit des provinces qui discutent, mais d'autres qui ne font pas grand bruit. On ne dit pas que ces personnes-là pensent ou applaudissent ce qui se fait. Quel est votre avis sur ce découpage tel qu'il est présenté par le gouvernement? Oui, le découpage tel qu'il est présenté, il faut essayer... Vous êtes constitutionnaliste, donc c'est tout à fait normal qu'il ait lieu. Je savais bien que vous allez venir avec cette question. La difficulté du débat sur cette problématique au Congo se pose dans ces termes que vous venez de dicter, c'est-à-dire que la plupart des gens considérant que nous sortons d'une crise où les gens se sont opposés à la modification de la loi électorale, que l'opposition considérait à bon escient que c'était anticonstitutionnel, qu'aujourd'hui la question du découpage tel qu'inscrit à l'article 2 de la Constitution ne peut pas faire un élément de débat public. Ah non, non, le débat existe. Non, je vous l'ai dit. Parce que bon, vous vous souviendrez qu'il y a 2 semaines, le président de la République avait réuni tout son staff et les gens de sa majorité à Kingakati, où on a abordé cette problématique. Il y a déjà une ligne de démarcation, même au sein de la majorité, mais comme on est dans un système dont on dit Papabo, Moko, Partibo, Moko, Ekolobo, Moko, personne ne peut parler en dissonance par rapport à ce que le chef a dit. Mais en réalité, c'est quoi? En réalité, il ne faut pas que nous confondions la question de la décentralisation avec la question du découpage électoral. Bien que le découpage est inscrit dans la Constitution, c'est l'article 2, il faut considérer, si on veut être correct sur les plans éthiques et intellectuels, que la manière dont nous avons fonctionné depuis 2006 était anticonstitutionnelle. Parce que d'emblée, quand vous lisez la Constitution, on vous dit la République démocratique du Congo est constituée de 25 provinces, plus la province-ville de Kinshasa. Oui, d'accord. Et on a fait déjà la répartition. Et on a donné les matières, la Constitution donne, je pense à son chapitre 3, les matières pour lesquelles les provinces sont compétentes. Au jour d'aujourd'hui, rien n'a été appliqué. La Constitution, nous l'avons votée au référendum en 2006, ça fait 9 ans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas abordé la question du découpage électoral de 2005. Il y a eu beaucoup d'éléments, en tout cas, par rapport à la Constitution, sans vouloir vous interrompre, il y a eu beaucoup d'éléments qui montrent que la Constitution n'a pas toujours été respectée. Oui. Mais quant à l'opportunité de faire ce découpage maintenant, c'est ça la question. Et quel est vraiment votre avis, puisque vous parlez de ce que les gens pensent. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez. Moi, je pense que le moment n'est pas opportun. Si vous voulez que je parle en des termes beaucoup plus clairs, le moment n'est pas opportun pour procéder au découpage. Pour quelle raison? C'est une question du bon sens. La Constitution a édicté le principe de la péréquation. C'est-à-dire que l'État, quand les provinces, au-delà de l'exploitation de leurs richesses,
produisent des rétrocessions. Voilà, la rétrocession. Le pouvoir central devrait rétrocéder 40% aux provinces et 60% garder au niveau central. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été fait. Nous avons une difficulté pour pouvoir le faire. Notre budget national s'élève à 9 milliards. 9 milliards. Mais sur ce budget national de 9 milliards, 6 milliards sont pourvus par l'État congolais, 3 milliards sont pourvus par l'extérieur, des aides qu'on appelle les aides bilatérales. J'aime beaucoup l'économie, cher monsieur, mais si nous parlons de l'économie en des termes beaucoup plus précis. C'est pour expliquer à vos auditeurs, pour mieux comprendre pour quelles raisons j'ai dit que ce n'est pas opportun. Mais vous avez dit, nous avons du mal à le faire. Nous, qui les provinces ne demandent que ça. C'est le gouvernement qui n'arrive pas à l'exécuter. Les provinces ne demandent que ça. Qui demande que ça? C'est plutôt les responsables politiques positionnés quelque part qui demandent ça pour quelles raisons. Nous avons déjà eu l'expérience des 26 provinces en 64. C'est pas nouveau. Sur les provinces telles qu'elles existent maintenant, il n'y a qu'une seule province qui, chiffre à l'appui, démontre ce qu'elle a reversé au pouvoir central. Je parle de la province du Katanga, avec M. Moïse Katumbi, ce gouvernement, du moins cette province, a dit de manière claire combien d'argent ils ont versé au pouvoir central et combien ils attendaient auprès de ce pouvoir central qui n'a pas rétrocédé. Donc il y a quand même des gens qui arrivent à le faire. On a vu que certaines provinces ne donnent même pas de chiffres. Et qu'est-ce que vous pensez des personnes qui sont pas dans le Bandundu, dans l'Équateur, dans la province orientale, dans le Bas-Congo, dans les deux Kasaï, tels que cela figure actuellement, et qui n'ont pas pu faire tous ces comptes tout à fait, à mon niveau, tout à fait simples? Le problème, à mon humble avis, n'est pas la question de la comptabilité, c'est plutôt la question de la faisabilité du découpage provincial. On a à un moment donné entendu parler de l'impérium. C'est pourquoi je voudrais que nous soyons plus pédagogiques. L'impérium. Non, on peut terminer par ça. Oui, c'est ça. L'impérium de M. Tshisekedi. Non, c'est pas l'impérium. Quand on parle de l'impérium, c'est pas Tshisekedi qui a inventé le concept. Non, il n'a pas inventé le concept. Mais quand je dis l'impérium, c'est quoi? L'impérium, c'est les attributs du pouvoir. Vous allez découper les provinces. C'est-à-dire, vous allez créer des nouvelles entités administratives. Oui, c'est connu. Ces nouvelles entités administratives, il faut les payer, doivent fonctionner. Et on prend les cas. Par exemple, aujourd'hui, si on va dans les sens dans lesquels nous oriente le gouvernement devrait normalement retrouver 48 millions par mois pour payer les nouveaux fonctionnaires, qui ne sont pas encore formés, qui ne savent pas où ils iront travailler. Voilà. Et si on prend ça sur une année, c'est 280 millions. Je vous donne un exemple. La RDC vient de refuser d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Pour quelle raison? Parce qu'il manquait 35 millions. Si vous n'êtes pas capable d'organiser la Coupe... Mais ils étaient candidats. Vous étiez candidat. Si vous n'êtes pas capable d'organiser la Coupe africaine pour 35 millions, est-ce que vous êtes capable de pourvoir au salaire de autant de fonctionnaires sur autant d'entités provinciales? Qu'est-ce que vous proposez, M. Mutombo? Nous proposons le moratoire. Parce qu'à l'Assemblée, le découpage, il y a une loi à l'Assemblée nationale qui a demandé à ce que le découpage soit fait sur 25 ans. Vous savez, on parle de la décentralisation en France, ça fait 30 ans que ça dure. Et ce n'est jamais terminé. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, parce que bon, les Congolais, surtout les hommes politiques congolais, veulent toujours être à la périphérie du monde, être sur une autre planète. Nous ne tirons pas les retours des expériences, à la fois autour de nous, mais aussi à l'intérieur même du pays. Quand on avait découpé le pays en 64 en 26 provinces, c'était le désordre. Et il a fallu que Mobutu fasse son coup d'État pour mettre un peu les choses en ordre, pour parler de l'unité nationale. Et nous avons déjà des difficultés aujourd'hui de nous soigner. Pour la plupart, ils vont se soigner en Afrique du Sud parce qu'ils ont les moyens, d'autres en Inde. Une minorité, vous voulez dire? Non, pour la plupart d'entre eux, des hommes politiques qui sont au pouvoir, ils vont se soigner en Afrique du Sud ou en Inde. Et nous, si nous sommes malades, nous devons nous contenter de rester localement pour nous faire soigner. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du peuple congolais. Oui. Je parle au nom du peuple congolais, même si je n'en ai pas le mandat, mais je parle quand même en son nom parce que je fais partie de ce peuple. Et nous, à l'intérieur du pays aujourd'hui, nous avons besoin des hôpitaux, nous avons besoin des écoles, nous avons besoin de manger à notre faim et une sécurité sanitaire. Nous n'avons pas tout ça
Et comment vouloir aller vers les découpages dont nous n'avons pas le moyen aujourd'hui? Nous disons, faisons un moratoire. Normalement, la loi avait prévu qu'il y ait un découpage sur 6 provinces et expérimental. Au jour d'aujourd'hui, je pense que bon, le président a décidé que ça passe comme ça en TGV et on va expérimenter sur toutes les provinces. C'est l'expérimentation ou bien c'est vraiment l'exécution? On va l'exécuter sur toutes les provinces, mais je vous dirai tout de suite que si demain nous arrivons en responsabilité, nous allons surseoir sur cette loi et essayer de voir comment est-ce que nous pourrons d'abord construire... Quand vous dites demain, c'est-à-dire nous arrivons déjà à 2016, vous serez donc candidat, nous passons directement à cela. Ouais. Qu'en est-il de ces échéances présidentielles en ce qui concerne l'UDA? Bon, les échéances présidentielles, comme dans toute organisation politique, je ne peux pas, de mon petit coin et sur cette chaise, dire qui sera qui et qui sera où. C'est dire tout simplement que nous allons y participer. Et à la fois aux élections... Que prévoit le parti? Le parti prévoit un congrès le moment venu pour pouvoir décider qui pourra représenter ses couleurs. Mais dans l'entretemps, nous nous préparons aux élections provinciales et aux élections... c'est généralement le président du parti qui brigue. C'est généralement, mais bon, nous sommes quand même une organisation démocratique. On verra le moment venu qui serait capable de briguer par rapport aux échéances qui nous attendent. Vous n'êtes pas en train de nous dire que vous allez organiser des primaires? Nous n'allons pas organiser des primaires, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le même panneau que les gens qui se sont appropriés des partis, qui en ont fait, je dirais, des officines quasiment personnelles. Si nous parlons de la démocratie, il faudrait que cette démocratie se joue à l'intérieur même du parti. Il n'y a pas de personnes... Donc au jour d'aujourd'hui, à l'UDA, on ne sait pas qui sera candidat en 2016. Pour l'instant, non. Pourtant, nous sommes à quelques mois. C'est pas très tard tout ça, de se mettre. Vous attendez 2 mois, 3 mois. Nous y travaillons localement. Je pense que bon, d'ici le mois de juin, nous allons tenir notre congrès. Et le moment venu, comme j'ai vos références, je vous appellerai pour vous en informer. Et par rapport à cette actualité, hein, l'actualité avec ces personnes décédées dont on ne connaît vraiment pas le nombre exact, qui ont été enterrées nuitamment dans une fosse commune, quel est votre avis? Ici, je donnerai un avis personnel, qui est d'abord, je m'incline devant leur mémoire. Et le parti ne vous a pas donné quitus pour parler de ce sujet? Ce n'est pas question de parti. Je dis d'abord... Vous êtes chargé de la communication. Oui, je parle d'abord en mon nom personnel et puis je vais parler au nom du parti. Je pense que, en mon nom personnel, sur les questions éthiques, et je suis un humaniste, c'est quelque chose d'inacceptable. Je vous disais d'entrée que la vie humaine au Congo n'a pas de la valeur. Si nous ne sommes pas déjà capables de respecter nos anciens, de respecter les tombeaux des anciens, nous avons perdu le sens de la marche vers l'humanisme. Et c'est décevant et cela fait mal. C'est inacceptable que des hommes et des femmes et des jeunes soient à la fois retrouvés dans cet état-là, si c'est le cas, et aussi enterrés de manière aussi incommensurable. Vous dites si c'est le cas, donc vous leur donnez le bénéfice du doute? Je ne donne pas le bénéfice du doute, messieurs. Je dis tout simplement qu'au jour d'aujourd'hui, personnellement, là où je suis, je n'ai pas de preuves. Et je suis tenu à la réserve parce que je n'ai pas de preuves. On suit les événements et on verra. Nous demanderons qu'une commission soit mise en place au niveau du Parlement, une commission d'enquête. Une commission parlementaire, dominée par la majorité au pouvoir. Vous y attendez quoi? Vous savez, il ne faut pas à la fois être la chauve-souris. La chauve-souris, être à la fois un oiseau, mais aussi un mammifère plutôt. Il faut être conséquent. Quand on parle que bon, le président Kabila a décidé de procéder au découpage, nous considérons que c'est constitutionnel. Mais ça se fait toujours dans le même Parlement. Quand il y a eu les manifestations le 19, le 20, le 21, et que le Sénat et le Parlement sont allés dans le sens du peuple, nous avons considéré que cela nous convenait. Donc il faut être conséquent. Nous sommes dans un pays dans lequel nous avons une difficulté de faire appliquer la loi, mais nous avons des institutions
C'est à travers ces institutions, et si les suffisances sont soulevées par rapport aux commissions d'enquête et autres, et en ce moment-là, nous proposerons autre chose. Donc vous pensez qu'avec la commission d'enquête parlementaire qui sera certainement mise sur pied, nous arriverons à voir un peu plus clair sur ce qui s'est passé pour ces 300, 450 personnes décédées? Au-delà, vous savez, il y a quand même une activité intense de la société civile au Congo. Et donc, je n'ai pas vraiment peur qu'une commission soit mise en place, mais en parallèle, la société civile, celle qui s'occupe des questions... M. Chebeya est décédé, on n'a pas eu beaucoup de suites par rapport à cela. Ça n'engage que vous, je pense qu'il y a un procès qui est en train de s'ouvrir au Sénégal. Donc, non, je parle de la République démocratique du Congo. Le droit est devenu universel, monsieur. Je vous en prie. Voilà. Le droit est devenu universel. Mieux vaut saisir à l'extérieur. Si quelqu'un pense qu'il restera en dehors de la loi parce qu'il a joué au Congo, il y a autant d'exemples qui démontrent que, bon, au-delà du Congo, bon, le droit s'est universalisé, voire même humanisé, et donc il pourra être poursuivi un jour ailleurs. Et donc ça, c'est pas le problème, c'est une question du temps. Moi, ça ne me fait pas peur. Voilà, une dernière question parce qu'on arrive à la fin. Est-ce que vous pensez que l'opposition, ça c'est une question que l'opposition se comporte comme il fallait à votre avis? Je parle des grands partis, tout en essayant d'y inclure l'UDA. Est-ce qu'il faudrait un candidat unique pour l'opposition pour mieux se battre face à la majorité qui préparera certainement quelqu'un de fort? Oui, je n'ai pas la boule de cristal. Mais vous avez une stratégie pour qu'il faut reconquérir le pouvoir. Oui, la stratégie elle est là. Mais on ne peut pas empêcher les ambitions des uns et des autres. Et vous le savez, on est en Afrique. Vous pouvez, dans une chambre, vous mettre d'accord pour telle autre chose. Et à la sortie, et vous verrez que quelqu'un fera une autre déclaration. Mais il se trouve qu'il n'y a plus de tour, il n'y a qu'un tour. Oui. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que si nous devons tirer les leçons des expériences passées, il serait mieux conseillé que l'opposition présente un seul candidat. Il serait mieux conseillé que l'opposition présente un seul candidat, et je pense que sur place... Et quelle démarche faudrait-il faire? Sans étouffer les partis politiques qui ont, comme vous l'avez dit il y a 2 secondes, le choix de présenter un candidat. Mais il faut construire ce que j'appelle, moi, une convergence positive et progressive aussi. Sur place, il y a déjà des initiatives qui ont été prises à gauche, à droite, pour essayer de rassembler l'opposition. Et nous en avons obtenu le résultat. Nous en avons obtenu le résultat avec les manifestations du 19, 20, 21. L'opposition a vu que quand elle parle d'une seule voix, elle parvient à obtenir le résultat sur le terrain. Et c'est dans cette dynamique qu'on est engagé aujourd'hui. Et nous pensons que, chemin faisant, nous pourrons nous mettre d'accord sur un candidat unique, et de manière à ce que demain, en 2016, et que le président élu de la République démocratique du Congo sort plutôt du camp de l'opposition. C'est tout notre souhait. Monsieur Mutombo Jean-Claude, nous vous remercions de ce passage pour les grandes rencontres. Secrétaire national chargé de la communication de l'UDA. Nous aurons l'occasion certainement de vous recevoir pour d'autres émissions si votre calendrier le permet. En tout cas, merci de votre passage et encore bon courage par rapport à cette charge qu'est la vôtre au sein de l'UDA. C'est moi qui vous remercie.